Alors, bonjour et bon vendredi. Je ne sais pas, Maxime, je peux demander ton aide pour juste cliquer sur J'ai compris. Donc, nous acceptons que nous sommes enregistrés ici. Alors, bonjour, comme je disais, bon vendredi. Merci d'être là. Bienvenue à cette conférence du CIRST. Alors, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, est Jean-Benoît Cormier-Landry. Je suis le coordonnateur scientifique ici au CIRST. Avant de présenter notre invité, de lui laisser la parole pour sa conférence d'aujourd'hui, je vais prendre un court moment de votre temps pour d'inévitables précisions techniques afin d'assurer le bon déroulement de la présentation. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle se déroule en mode hybride, donc à la fois avec quelques personnes ici en salle à l'UQAM et d'autres via la plateforme Zoom. Comme toujours, on demande à toutes les personnes en ligne de laisser leur micro désactivé pour la durée de la présentation et le moment venu de demander le tour de parole pour la période de questions à l'aide de la fonction « Lever la main », la célèbre petite main jaune. Comme c'est aussi généralement le cas, la conférence d'aujourd'hui fait l'objet d'une captation, d'un enregistrement, donc, et la captation en question sera mise en ligne et disponible dans la section médiathèque de notre site Internet après un sommaire montage. Évidemment, pour toutes les personnes qui joignent à nous à distance, l'activation de la caméra, c'est à votre choix, selon votre bon vouloir à chacun. La présentation de notre conférencier aujourd'hui devrait durer autour d'une quarantaine de minutes, ce qui nous laissera une bonne vingtaine de minutes pour la discussion et les questions une fois la présentation faite. Alors, je suis très, très heureux aujourd'hui d'accueillir au CIRST Maxime Polleri, qui est professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. C'est un plaisir d'autant plus grand que sa présence qui était prévue plus tôt ici avait dû être reportée pour des considérations sanitaires auxquelles on est habitué. Maintenant, plaisir d'autant plus grand donc, de l'avoir avec nous aujourd'hui qu'en ce 11 mars 2022, eh bien, c'est une date qui marque le 11e anniversaire, un anniversaire évidemment pas très heureux, de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Ce qui n'est pas un hasard, puisque cette catastrophe nucléaire, Maxime Polleri, notre invité, il en a fait un de ses principaux objets d'étude en tant qu'il s'intéresse à la gouvernance des désastres et des crises de santé publique. En effet, la conférence qu'il prononce aujourd'hui va examiner les enjeux, entre autres, liés à ce qu'on appelle la science participative dans l'après-Fukushima. Aujourd'hui, professeur adjoint à l'Université Laval, Maxime Polleri a auparavant été chercheur associé au Center for International Security and Cooperation à l'Université Stanford. C'est bien ça? Après un stage de recherche postdoctorale donc au département de médecine de l'Université McGill, où il a analysé, entre autres, les considérations éthiques et les biais potentiels liés à l'utilisation des médias comme source de données pour la surveillance des maladies infectieuses. La conférence qu'il va prononcer pour nous aujourd'hui a pour titre, qu'on voit à l'écran, « La science citoyenne et la gouvernance de la contamination radioactive après Fukushima ». Maxime, à toi. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Bon vendredi tout le monde. Merci à ceux qui sont venus en présentiel et puis merci aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne. Alors, je m'appelle Maxime Polleri. Comme Jean-Benoît le disait, je suis professeur adjoint à l'Université Laval et je m'intéresse surtout à la gouvernance des risques radiologiques après Fukushima. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect très précis de ma recherche qui se porte sur ce qu'on appelle la science citoyenne. Donc, après la conférence, j'espère que vous aurez un peu compris ce phénomène. Je vais mettre justement un peu l'emphase sur les citoyens qui suivent et qui surveillent la contamination radioactive après Fukushima. Et je vais aussi explorer un peu le rôle de la science citoyenne dans la gouvernance des risques environnementaux. Bon, alors, l'odeur est la première chose qui vous frappe quand vous ouvrez la porte d'un centre de test de contamination radioactive à Fukushima. C'est une odeur qui est douce, salée, un peu fumée, une odeur qui est très ambiguë et changeante. Et c'est une odeur qui est le résultat des aliments et des échantillons qui sont en attente d'être testés pour la contamination, comme vous voyez.
Donc ici, si je ne m'abuse, je pense qu'on avait des champignons séchés. Et bon, dans le passé, Kaori, qui est un pseudonyme que j'utilise pour parler de la personne qui était en charge du centre de sciences citoyennes là-bas, était une femme au foyer. Mais aujourd'hui, le chrome brillant du spectromètre Gamma LB 2045, qui teste le rayonnement radioactif, a remplacé l'acier inoxydable de son évier de cuisine. Un reflet de combien la contamination radioactive a changé la vie de nombreuses personnes après ce désastre. Et ce genre d'observations sont apparues très souvent pendant mon terrain de recherche à Fukushima, où j'ai notamment étudié les expériences qui étaient associées à la contamination radioactive. Bon, à la suite de cette catastrophe nucléaire, comme plusieurs le savent, il y a eu un rejet de contaminants radioactifs dans une partie assez importante du Japon. Et par la suite, il y a eu aussi un scepticisme du public qui s'est accru. Donc, scepticisme particulièrement en ce qui a trait à la légitimité des experts de l'État et à leur capacité de gérer les risques de la radioactivité. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce qui a exactement causé ce scepticisme, mais pour l'instant, gardez simplement en mémoire qu'il y a plusieurs individus concernés qui ont mobilisé un peu leur propre pratique ou leur propre discours d'expertise. Donc, comme vous le voyez sur la photo, des individus qui, avec des appareils de détection de radiation, commençaient à mesurer un peu la radiation qui se trouvait dans leur environnement. Et ça s'est souvent sommé par la création de réseaux de sciences citoyennes, où des gens de diverses strates sociales ont essayé de comprendre les effets tangibles de la contamination. Je vais vous donner un peu plus de contexte parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît nécessairement le contexte japonais ni qui connaît le contexte du désastre. Bon, alors en 2011, il y a 11 ans, il y a eu un gros désastre nucléaire qui est arrivé à Fukushima. Et Fukushima, c'est une préfecture. Et une préfecture, c'est un peu l'équivalent de nos provinces au Canada. Donc, c'est une préfecture que, comme vous le voyez, est située au nord-est de Tokyo. Une préfecture qui est assez grande, qui est très rurale et qui a été aussi historiquement assez pauvre. Quand le désastre est arrivé, il y a eu un rejet de matière radioactive et ce rejet-là a forcé l'évacuation de nombreuses personnes. Et c'est une évacuation qui, au départ, s'est faite par rapport à un centre de 20 km. Donc, tous ceux qui étaient dans un rayon de 20 km de la centrale nucléaire ont été forcés d'évacuer par le gouvernement japonais. Et dans les premiers mois qui ont suivi la catastrophe, c'est devenu assez clair que les retombées radioactives n'ont pas suivi le cercle parfaitement concentrique d'évacuation du gouvernement. Le vent, la pluie, la neige ont transporté, comme vous le voyez ici, la contamination hors du 20 km. Et en raison de ces facteurs, la zone d'évacuation a été réorganisée plus tard en 3 zones différentes, comme vous voyez ici, avec des zones vertes qui étaient prêtes à être levées, des zones oranges où ça pouvait être difficile de retourner et des zones roses où c'était très difficile de retourner. Et chaque zone était définie par des niveaux différents de rayonnement radioactif. Mais aussi, ce qu'on doit savoir, et ce qui n'est pas nécessairement connu, c'est qu'en réorganisant ces zones d'évacuation, l'État japonais a augmenté le seuil tolérable de radiation par plus de 20 fois. Donc, autrement dit, le seuil tolérable d'exposition est devenu 20 fois plus gros qu'il n'était auparavant de la catastrophe. Et ça, c'est un changement qui a été soutenu par certains scientifiques japonais et aussi par certaines organisations internationales. On disait, par exemple, qu'une évacuation à grande échelle aurait été beaucoup plus dommageable que l'exposition aux radiations parce que, certaines personnes peuvent mourir lors du processus d'évacuation, mais bien entendu, c'est une politique qui a suscité énormément de controverses. Certains l'ont critiqué comme une concession aux impératifs économiques et politiques. Certains ont dit qu'augmenter le seuil de radiation tolérable ne prenait pas en compte la santé des enfants et des femmes qui peuvent être plus sensibles à l'exposition des rayonnements.
Et bon, il y a eu plusieurs controverses qui sont nées de cette augmentation. Et bon, contre un peu ces controverses, l'État s'est lancé dans une espèce de communication très traditionnelle des risques, en pensant que les citoyens devaient simplement mieux comprendre la radiation afin d'accepter cette hausse de taux de radiation. Mais rapidement, le public s'est rendu compte que les experts qui étaient liés à cette communication du risque étaient très souvent patronnés par le gouvernement ou le nobiliaire. De plus, il y a beaucoup d'experts aussi qui étaient incapables de répondre à des questions très précises des gens. Des gens qui voulaient savoir, est-ce que ma cour est contaminée? Est-ce que je peux laisser mes enfants aller jouer dans tel et tel environnement? Les experts ne pouvaient pas nécessairement répondre à ces questions qui étaient un peu trop précises. Donc, insatisfait des réponses des experts de l'État, on a vu la création de centres de sciences citoyennes. Donc, avant le désastre, on avait une très grande confiance dans les gouvernements qui disaient par ailleurs qu'un désastre était impossible. Et après le désastre, une confiance diminuée, comme vous le voyez ici, avec des manifestations publiques qu'on retrouvait au Japon. Et il y a des personnes d'horizons très diverses qui ont rejoint la science citoyenne après Fukushima. Bon, au tout début, par exemple, moi, j'ai suivi un groupe de femmes et de mères qui étaient très concernées par la radiation. Il y en a plusieurs qui demandaient, par exemple, le droit d'évacuer officiellement de Fukushima. La plupart d'entre elles étaient impliquées dans des pratiques de surveillance des aliments. Comme ici, par exemple, vous avez du jaune d'œuf qui est en attente d'être testé pour la contamination. Donc, quand je suis allé voir un peu ces centres-là, il y a beaucoup de femmes qui me parlaient des aliments qui étaient plus sujets à la contamination radioactive, comme les champignons, les algues, et ainsi de suite. Et ces pratiques de surveillance ont rendu la matérialité de la contamination, qui auparavant était invisible, beaucoup plus perceptible à la population. Et elle a rendu la contamination perceptible au-delà du récit gouvernemental et des cartes de l'État. Ça a notamment mis en évidence les limites de l'expertise étatique. Mais c'est un travail qui n'a pas été sans difficulté, parce que très tôt, il y a eu une politique de revitalisation officielle de la part du gouvernement. Et la priorité absolue du gouvernement, c'est devenu un peu la revitalisation de Fukushima et le rapatriement d'une certaine partie d'évacués à Fukushima. Et bon, dans ce contexte-là, parfois, la science citoyenne a été considérée un peu comme un obstacle au redressement social et au redressement économique de Fukushima, tant par l'État aussi que par une certaine partie de la population, avec des gens qui voulaient, par exemple, revenir chez eux. Bon, par exemple, certaines mères de famille qui démontraient qu'il y avait de la contamination étaient perçues comme allant à l'encontre de la revitalisation. Et bon, ça, c'est souvent des efforts des efforts civiques qui ont été très souvent salués par les universitaires, anthropologiques ou non. Ça a souvent été perçu comme des efforts démocratiques qui permettent à la population de s'autonomiser et de contribuer à un plus grand rôle dans la gouvernance des crises écologiques. Très souvent, un peu comme vous le voyez avec les citations, les réseaux de la science citoyenne ont été considérés comme des espaces de contestation, des espaces de résistance face à l'État japonais. Mais quand j'ai commencé mon terrain de recherche au Japon entre 2015 et 2017, il y avait près de 5 ans qui s'étaient écoulés depuis le désastre. Et la situation n'était plus autant chaotique ou incertaine qu'elle était au départ. Donc, comme vous le voyez sur cette image-là, on avait maintenant des panneaux d'autoroute qui indiquaient le niveau de radiation à Fukushima. Donc, on était vraiment tombé dans une sorte de normalisation un peu des radiations. L'État avait aussi, comme je le disais un peu tantôt, adopté une politique de rapatriement vers les anciennes zones évacuées. Et pour faciliter ce rapatriement, il s'est lancé dans une grosse politique de décontamination radioactive. Donc, comme vous voyez sur la photo de droite, on avait par exemple des bulldozers qui prenaient la terre contaminée et qui la mettaient dans des sacs plastiques pour aider à décontaminer la région. Donc, on était très loin un peu d'une situation de crise initiale. Et c'est justement au cours de ce temps-là que j'ai commencé à voir une différente facette de la science citoyenne.
C'était très évident lorsque j'ai fait un peu de recherche avec des groupes d'agriculteurs qui étaient revenus dans une petite zone rurale de Fukushima qui était très contaminée. Bien que la zone était contaminée, elle avait été partiellement réouverte au rapatriement quand l'État avait terminé sa décontamination officielle. Mais il y a plusieurs agriculteurs qui étaient très insatisfaits de ces travaux de décontamination-là que vous avez vus. Parce que, par exemple, dans les sacs noirs qu'on a vus, des fois, il y avait de la terre qui se décomposait, il y avait des graines de fleurs, ça poussait, ça brisait les sacs et la terre qui reste radioactive pour de très longues périodes recontaminait les parcelles qui avaient été décontaminées. Donc, comme je le disais, plusieurs agriculteurs qui étaient très insatisfaits de ces travaux de décontamination-là et ça obligeait plusieurs fermiers à poursuivre la décontamination par eux-mêmes. Donc, comme vous le voyez ici, des fermiers qui faisaient un peu des techniques de décontamination par eux-mêmes, mais ce faisant, ils étaient souvent habillés avec leurs vêtements de tous les jours, des bottes de pluie, des pantalons. On n'avait pas vraiment de protection spécifique. Et ce faisant, ils pouvaient aussi être exposés à des risques d'exposition aux radiations, notamment dans un contexte aussi où le seuil de radiation a été augmenté de 20 fois. Donc, avant le désastre, il ne devrait pas nécessairement être dans un tel contexte. Et c'est justement en regardant un peu les agriculteurs qui travaillaient littéralement avec les pieds dans la boue radioactive, j'ai commencé un peu à questionner cette idée de résistance qu'on voyait souvent dans la littérature académique face à la science citoyenne. Et dans un contexte d'une société où la confiance dans le gouvernement s'est beaucoup érodée et où le rôle de l'État est très confus, la science citoyenne, oui, fait office de résistance, mais aussi d'une certaine privatisation des risques. Et ça me force un peu à faire une argumentation qui est différente des enjeux liés à la science participative après Fukushima. Et j'ai essayé de résumer mon argument via l'intermédiaire d'un terme que j'appelle collaboration conflictuelle. Et c'est un terme qui décrit un peu comment les notions de résistance et de collaboration ne sont pas nécessairement opposées. Elles peuvent aussi se produire en même temps. Et dans cette optique, je vais vous démontrer que les pratiques initiales de résistance par des acteurs non étatiques, par des citoyens, peuvent aussi évoluer en collaboration avec des politiques officielles de l'État. Et ce que j'examine via ce concept, c'est comment les ressources civiques qui étaient utilisées pour résister au récit officiel de contamination peuvent aussi, ironiquement, renforcer une certaine normalisation des catastrophes ainsi qu'une certaine normalisation des compréhensions hégémoniques qui sont liées aux contaminants environnementaux. Donc, bien que la science citoyenne soit très utile, elle peut aussi se transformer en techniques de gouvernance qui sont destinées à régir les conduites de la population dans des environnements contaminés. Et pour un peu théoriser ces contradictions-là, j'ai été inspiré par divers cadres théoriques. En premier lieu, le néolibéralisme. Quand on pense au néolibéralisme, très souvent, on pense vraiment à des réformes économiques, justement axées sur la libre entreprise, la réduction de l'influence de l'État. Mais il y a plusieurs scientifiques sociaux aussi qui théorisent le néolibéralisme au-delà du langage de l'économie. Donc, on va parler, par exemple, de rhétorique de responsabilité individuelle, d'autonomisation et d'entrepreneuriat, et aussi un peu de privatisation des risques. Donc, dans ce contexte-là, les pratiques de la science citoyenne sont aussi un moyen par lequel un citoyen devient un entrepreneur de lui-même, pour reprendre le terme du philosophe Michel Foucault. Aussi, dans la littérature, surtout anthropologique, dans l'ethnographie des catastrophes et de la science citoyenne, on retrouve très souvent un dualisme ou une dichotomie entre les victimes d'un désastre et les États ou les corporations. Très souvent, l'État et les corporations sont un peu définis comme les méchants de cette histoire-là, et les victimes sont celles qui essaient de résister à l'État. Et c'est quelque chose qui est aussi très anthropologique, parce que la discipline anthropologique aime souvent un peu parler des petits gens, entre guillemets, et de démontrer un peu leurs actes de résistance face
à l'État. Mais ça fait aussi un peu écho à une romance de résistance contre la domination. Et j'ai été plus intéressé un peu à me pencher sur le concept de gouvernance et à savoir comment la gouvernance est un domaine qui est façonné par divers acteurs et un domaine qui explique des relations qui peuvent très bien être coopératives, hiérarchiques et complémentaires. Et bon, le genre de contribution que j'ai essayé de faire, c'est de mieux comprendre, par exemple, les implications néolibérales dans la science citoyenne, de comprendre les multiples facettes de la gouvernance, au-delà d'un regard qui se porte trop souvent sur l'État ou sur les ministères, et ainsi de suite, et essayer de mieux comprendre les différents modes de vie en situation de contamination perpétuelle. Et bon, en termes de méthode, il y a eu beaucoup d'entretiens avec différents membres de différents réseaux de la science citoyenne. J'ai fait aussi beaucoup d'observations participantes des activités de ces réseaux-là. Regarder, mais comment est-ce qu'ils mesuraient la contamination? Dans quoi est-ce qu'ils mesuraient la contamination? Quel genre de workshop est-ce qu'ils avaient? Où ils avaient appris sur la littérature des radiations, et ainsi de suite. Et j'ai porté une grosse attention aussi sur comment est-ce qu'on produisait des données, comment est-ce qu'on interprétait les données qu'on produisait et pourquoi on créait des données. Donc, c'était quoi le but aussi de ces données-là? Comment on utilisait les données? Et bien assez tôt, j'ai réalisé qu'il y avait souvent 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi des pratiques initiales de résistance finissent par évoluer en collaboration avec la politique japonaise officielle de gouvernance radioactive. Et ces 3 raisons-là sont, premièrement, la production de données brutes et ouvertes, deuxièmement, des visions de reconstruction qui sont très similaires aux politiques de revitalisation de l'État, et pour finir, des discours et des idéologies néolibérales. Bon, alors premièrement, une des raisons qui conduit à la collaboration conflictuelle est liée à la production de données brutes et ouvertes. Et durant mon terrain de recherche, j'ai participé à des ateliers où on pouvait créer soi-même ses propres appareils de surveillance en radioprotection qui étaient organisés par un réseau de sciences citoyennes au Japon. Et ces ateliers-là, où on pouvait créer ses propres appareils, étaient nés d'un mécontentement avec la surveillance de l'État et du fait que c'était très difficile de trouver des appareils de mesure après le désastre parce que tout le monde les avait achetés très vite, on ne pouvait plus en trouver. Donc, très rapidement, ce réseau-là était capable de produire plusieurs compteurs Gégère pour mesurer la radiation et aussi de produire environ 40 millions de mesures au travers le Japon, au travers Fukushima. Et ça a initialement été vu comme un énorme succès par rapport aux capacités qui étaient très limitées de l'État. C'est-à-dire que, l'État avait un réseau pour mesurer la radiation, mais il avait été endommagé après le désastre ou il n'était pas nécessairement partout. Donc, on ne pouvait pas nécessairement savoir c'était quoi le taux de radiation derrière sa cour ou dans sa maison. Et bon, assez tôt, cette organisation-là s'est fait demander, est-ce que vous êtes pro-nucléaire? Est-ce que vous êtes anti-nucléaire? Est-ce que vous avez une politique officielle? Et ils ont décidé de ne pas prendre position par rapport à ça. Quelque chose qui revient beaucoup dans la science citoyenne au Japon. Le mot politique est souvent un tabou au Japon. Je n'en parle pas beaucoup dans cette présentation-là, on peut en parler plus tard. Mais comme d'autres organisations, ils n'ont pas décidé de s'afficher publiquement avec une politique. Ils se sont dit plutôt être pro-données. Et leur but, c'était justement de fournir des moyens techniques pour générer des données brutes sur la contamination, plutôt que de prendre une position publique sur Fukushima. Donc, ce n'était pas une organisation qui était intéressée à dire ça c'est dangereux, ça c'est sécuritaire, il faut évacuer Fukushima, il faut rester à Fukushima. On vous donnait simplement l'opportunité de comprendre ça par vous-même. Mais une fois que les données sont produites via un compteur Gégère, c'est important de spécifier qu'au final, c'est l'utilisateur qui décide si la mesure est sécuritaire ou dangereuse. Pour les citoyens qui produisent ou qui utilisent de telles données, un choix éclairé
c'est quelque chose qui nécessite un investissement épistémologique énorme afin de comprendre ce que la mesure signifie. Donc, vous mesurez, admettons, un endroit, puis ça va vous dire, donc, ça va vous dire un chiffre comme, je ne sais pas, un microsievert par heure, et c'est à vous après de savoir ce que ça donne. Et pour certains individus, cette interprétation-là peut souvent être basée sur une compréhension qui est très partielle des types de risques qui sont pris en compte par différents instruments de mesure. Bon, par exemple, un compteur Gégère, c'est seulement utile pour mesurer ce qu'on appelle les radiations externes. C'est-à-dire que ça ne peut pas mesurer certains polluants radioactifs qui peuvent être très dangereux si on les respire ou si on les ingère. Et au cours de mon travail, j'ai remarqué que certains citoyens se sentaient très confiants face à la sécurité de la vie à Fukushima parce que les niveaux de rayonnement qu'ils mesuraient ne semblaient pas être particulièrement plus élevés que des niveaux qu'on peut retrouver ici, à New York ou dans d'autres places. Mais c'est une interprétation et une comparaison qui ne tient pas en compte nécessairement les nombreuses limites de l'appareil en question, d'un compteur Gégère. Parce que ce n'est pas nécessairement lié au risque qu'on peut subir face à une contamination interne. Et c'est aussi très similaire au récit de l'État qui utilise principalement les mêmes appareils pour souvent prétendre que les niveaux de radiation sont trop faibles pour produire des dommages. Donc ici, on a des technologies qui produisent des données brutes qui peuvent, dans certains cas, renforcer une compréhension limitée des risques environnementaux. C'est aussi très important de dire que ce travail d'interprétation personnelle-là est rendu compliqué par le fait que la science nucléaire est une science qui est très controversée. On a de nombreux historiens, de nombreux sociologues, de nombreux anthropologistes qui ont soutenu que ce que nous savons et ce que nous ne savons pas face au danger nucléaire a longtemps été ancré dans une culture du secret, une culture du déni, une culture de la propagande qui a été façonnée par la course aux armements nucléaires durant la guerre froide. Donc, au cours de mon travail de terrain, j'ai vu que cet héritage de désinformation-là peut aussi être perpétré par certains citoyens qui involontairement reproduisent des formes de savoir propagandistes. Aussi, on a plusieurs organisations qui affichent souvent leurs données en ligne. Donc, on parle ici de données ouvertes ou en anglais de open data. Et bon, le open data ou les données ouvertes peuvent être utilisées et interprétées par n'importe qui, librement et à n'importe quelle fin. Et j'ai réalisé assez tôt que le gouvernement japonais mobilisait souvent des données qui avaient été produites par certains scientifiques, par certains citoyens scientifiques, afin de dire que les niveaux de radiation n'étaient pas hauts et que Fukushima était sécuritaire. Donc ici, des données qui sont produites par des citoyens non partisans peuvent être mobilisées par des agences qui sont très puissantes et des agences qui ont souvent leurs propres intérêts, dans ce cas-ci, une politique de revitalisation. Mais un des problèmes, c'est que ça devient officiel, ça finit par faire partir des documents officiels de l'État. Donc, en recherchant des alternatives aux mesures d'État, les pratiques de production de données brutes et ouvertes n'existent pas au-delà des enjeux de pouvoir. Et elles peuvent ironiquement renforcer une certaine gouvernance du risque qui est très similaire à celle de l'État. Bon, une des deuxièmes raisons qui conduit aussi à la collaboration conflictuelle, eh bien, c'est lié à des visions de reconstruction qui sont très similaires aux politiques de revitalisation de l'État. Bon, durant mon terrain, j'ai fait du travail avec un autre réseau de sciences citoyennes qui, encore une fois, était né d'un mécontentement vis-à-vis de la surveillance de l'État. Et, par exemple, on avait plusieurs mères qui craignaient que leurs enfants jouent à proximité de zones contaminées. Elles ont commencé, par exemple, comme vous le voyez ici, à tester des échantillons de terre. Elles se sont rendues compte que la terre pouvait souvent être extrêmement contaminée à des niveaux qui étaient très hauts. Et c'était une forme de risque qui était rarement prise en compte par l'État parce que l'État, lui, mesurait souvent la radiation dans l'air.
Donc, si vous avez par exemple un appareil de mesure, ici, la radiation peut apparaître très normale, mais dès que vous descendez un peu, c'est le jour et la nuit. Ça peut être très haut. On connaît les enfants, ils sont déjà plus bas au sol, ils sont plus exposés, ils ont les mauvaises tendances de se mettre tout ce qu'ils trouvent dans leur bouche. Donc, pour eux autres, ça pouvait être un risque qui était très bas. Donc, ils ont réalisé que les niveaux étaient souvent élevés, mais ils ont réalisé que les niveaux étaient très élevés. Donc, ici, on avait un centre qui produit des données qui contredisent la politique de sécurité de l'État. Mais ce centre-là n'était pas intéressé à utiliser ces données pour des litiges, pour dire, par exemple, regardez, nous, on veut être évacués. Donc, c'est quelque chose qui m'a initialement surpris. Je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas ces données-là, justement, pour évacuer ou ainsi de suite. Et ce que j'ai réalisé à force de parler aux gens, c'est que l'anxiété face aux risques pour la santé, c'était seulement un des très nombreux problèmes qui avaient été engendrés par le désastre. C'est-à-dire, par exemple, après l'évacuation, on a eu des familles qui se sont fragmentées, on a eu des liens sociaux qui se sont rompus, on a eu des importantes traditions rurales qui rapprochaient les voisins qui ont disparu. Et bon, peu à peu, les tests du centre ont justement permis un peu de reconstruire une certaine confiance. C'est-à-dire qu'elles ont aidé les gens à savoir ce qui était contaminé, ce qui n'était pas contaminé, ce qui pouvait être beaucoup contaminé ou peu. Et ça l'a notamment permis un peu de poursuivre une culture d'échange de nourriture qui était très importante à Fukushima. Parce que Fukushima était une place qui est très rurale. Donc, on parle d'environ 70-75% de la région qui est composée de montagnes, de forêts. Donc, si les données étaient, par exemple, utilisées à des fins politiques, comme des demandes d'évacuation, eh bien, on aurait une communauté qui deviendrait encore plus fragmentée. Et à un moment donné, j'ai demandé à la directrice, mais bon, entre vous et moi, vous n'avez jamais songé justement à évacuer? Et elle m'a dit, oui, bien sûr que j'ai pensé, mais je ne peux pas abandonner ma communauté, je ne peux pas abandonner les gens de mon village. Donc ici, on voit qu'on a des connexions personnelles avec les données et la communauté qui expliquent aussi une certaine absence de demande de litige. Donc, on a des visions d'obligation sociale et des visions aussi de revitalisation d'un village qui sont très semblables à la politique officielle du gouvernement qui vise justement à rétablir la vie à Fukushima. Et ce, même lorsque des données de la science citoyenne démontrent ironiquement une quantité importante de contamination. Donc, on peut voir qu'on a des pratiques qui contredisent le discours du gouvernement, mais des visions de reconstruction qui ne s'opposent pas nécessairement aux politiques de revitalisation. Bon, le dernier point dont je veux traiter et qui cause un peu une collaboration conflictuelle est lié aux forces néolibérales. Et quand j'étais à Fukushima, j'ai fait du travail de terrain avec des citoyens qui collaboraient avec des membres du lobby nucléaire. C'est quelque chose qui, encore une fois, m'a un peu surpris. Bon, après un désastre nucléaire, qu'est-ce qui fait que certains citoyens pourraient être intéressés à collaborer avec des gens du lobby nucléaire? Et quand j'avais visité ce réseau-là, il y avait plus de 5 ans qui s'étaient écoulés depuis l'évacuation officielle de la ville en 2011. Mais bon, très rapidement, l'ordre d'évacuation avait été levé par le gouvernement et les gens ont été obligés un peu de revenir. Et les citoyens se sont retrouvés avec deux options. Ils pouvaient rester dans leur village ou ils pouvaient évacuer par eux-mêmes, mais sans avoir nécessairement des bénéfices économiques pour évacuer. Parce que c'est très important de dire aussi qu'il y a eu deux types d'évacués à Fukushima. Comme vous l'avez vu un peu tantôt, il y avait les gens dans la région du 20 km qui ont été forcés d'évacuer par l'État. Ces gens-là ont reçu des compensations économiques, ont reçu différentes formes d'aide, mais des gens qui n'étaient pas nécessairement dans ces zones évacuées-là, qui pouvaient être très près, à 1 km ou à quelques mètres des fois, n'ont pas eu ces mêmes avantages. Et bon, il y a plusieurs gens qui ont évacué par eux-mêmes et plus tard, ils ont pris le titre
des évacués volontaires, mais n'ont pas reçu le même argent pour refaire leur vie ailleurs. Et à Fukushima aussi, comme je le disais, c'est une zone qui est très rurale, qui a souvent été liée à la production alimentaire. Donc, pour certains gens de ce village-là, l'évacuation à long terme n'était pas une option viable parce que beaucoup avaient des terres agricoles et très peu avaient une aide financière soutenue par le gouvernement. Mais les gens qui étaient revenus étaient quand même très anxieux par rapport à la contamination. Ils se sont vraiment sentis abandonnés par l'État et se sont sentis abandonnés par les experts de l'État. En plus, parler de la contamination, c'était quelque chose qui était très tabou à cette époque-là. Le gouvernement avait rapatrié les gens, on leur disait que tout était correct et bon, il y avait une espèce de tabou à parler de la contamination. Donc, on avait un sentiment d'abandon par l'État qui a justement forcé les citoyens à aller voir ailleurs. Et de fil en aiguille, un citoyen a contacté des membres d'une organisation nucléaire internationale qui fournissait des mesures pragmatiques pour vivre en zone contaminée après Tchernobyl. Donc, après le désastre qui est arrivé en Ukraine en 1986. 1986, c'était l'Union soviétique, mais bon, il y a eu ce gros désastre-là qui est arrivé à Tchernobyl. Et bon, le but de ce réseau un peu international-là, c'était de revitaliser les conditions de vie pour les victimes d'accidents nucléaires. Et bon, graduellement, à Fukushima, avec l'aide de ce lobby-là, il y a un résident qui était capable de créer son propre centre de sciences citoyennes où les gens pouvaient, par exemple, parler de la radiation sans qu'il n'y ait de tabou. Et pour justement réhabiliter les conditions de vie, cette organisation-là promeut souvent une philosophie de radioprotection qui est connue sous le nom de ALARA ou en anglais As Low as Reasonably Possible. Ou en français, ça peut être traduit par aussi bas que raisonnablement possible. Et dans cette philosophie-là, dans cette philosophie de radioprotection, c'est la responsabilité du citoyen de gérer son risque et de diminuer son travail et de diminuer son niveau d'exposition. Donc, comme vous le voyez, les citoyens doivent constamment, par exemple, tester leur nourriture ou tester la nourriture qu'ils collectent dans les forêts. Ils doivent porter des dosimètres pour mesurer leur taux de radiation quotidien. Et parfois, on parle presque d'un travail à temps plein qui peut être très difficile pour certains individus. Et aussi, j'ai assez rapidement remarqué qu'on avait, par exemple, des citoyens qui finissaient par se blâmer eux-mêmes plutôt que de critiquer les politiques de l'État qui les avaient mis dans ces situations-là ou plutôt que de critiquer le lobby nucléaire. Bon, il y avait des gens qui me disaient, par exemple, « j'aurais pas dû manger des champignons parce que les champignons sont plus aptes à recevoir de la contamination » ou « je ne devrais pas aller en forêt parce que la contamination est trop haute ». Donc, les gens commençaient à se blâmer un peu eux-mêmes. Et bien que les pratiques de surveillance sont très efficaces pour réduire l'exposition au risque, elles dissuadent aussi les gens de se percevoir comme des victimes. Et dans la philosophie de radioprotection qui est promue par le lobby nucléaire, c'est important de dire qu'il n'y a aucune évacuation qui est permise. La notion de revitalisation réside plutôt dans la promotion de l'autonomisation grâce à des agendas de suivi et de mesures constantes. Et bon, sans trop de surprise, le gouvernement japonais encourage ce type de sciences citoyennes. Le réseau en tant que tel fait maintenant partie d'un système de consultation au sein du gouvernement japonais. Donc, dans un contexte de crise d'expertise, la science citoyenne peut aussi fournir à l'État la possibilité de contourner les formes traditionnelles de gouvernance. Au final, il y a plusieurs de ces pratiques développées par la science citoyenne qui ont été reprises par l'État. Comme vous le voyez ici, ça, c'est un centre qui a été créé par l'État et on enseigne, par exemple, aux enfants à tester la radiation dans différents matériels. Bon, ici, vous avez un petit appareil de mesure. Ce que vous ne pouvez pas voir, par exemple, c'est qu'on a donné un petit nom à cet appareil-là. Donc, cet appareil-là s'appellerait comme Beta-chan. Et en japonais, on a souvent des suffixes après un nom. Donc, je pourrais, par exemple, m'appeler Maxime-san. San, ça veut dire monsieur, et il y a différents suffixes dépendamment du genre, dépendamment de la position sociale. Et ici, on a apposé un petit suffixe très enfantin
pour justement aider les enfants à ne pas avoir peur de ces appareils-là. On pourrait dire que c'est monsieur le Geiger Counter gentil. C'est très difficile à traduire, mais c'est pour justement aussi empêcher les sentiments de peur. Et bon, l'État a justement créé des centres publics où les citoyens peuvent apprendre à manipuler les appareils de mesure du rayonnement. Et le désir de l'État, c'est que les enfants développent des relations plus appropriées vis-à-vis des radiations et que les appareils de mesure n'introduisent pas de sentiment d'anxiété. Donc, le compteur Gégère n'est plus un simple outil pour les professionnels. Ça fait partie maintenant d'une nouvelle normalité et d'un nouveau mode de vie. Et bien qu'on parle d'autonomisation, c'est aussi un enjeu qui accroît la normalisation des relations des citoyens avec la contamination, qui est transformée plutôt en une préoccupation quotidienne, plutôt que comme quelque chose qui a été causé par un système spécifique. Mais en même temps, c'est important de dire que pour certains citoyens japonais, la science citoyenne n'est pas nécessairement un synonyme de revitalisation. Bon, par exemple, j'ai fait du travail aussi avec des évacués qui étaient partis de Fukushima, qui étaient partis dans une autre préfecture et qui me disaient, par exemple, bon, mais pour moi, le plaisir de vivre à Fukushima avant, c'était d'être dans la montagne, c'était de faire sa propre nourriture. Et je ne veux pas que mes enfants grandissent en étant obligés de mesurer la radiation à tous les jours. Ce n'est pas le Fukushima que j'ai connu, je ne veux pas nécessairement faire ça. Pour les mères de famille aussi, mais certaines sont parfois très préoccupées par le risque pour la santé de leurs enfants. Donc, la revitalisation ici est souvent comprise un peu comme une évacuation permanente plutôt qu'une revitalisation des activités rurales. Donc, on peut voir que la notion de revitalisation, elle implique beaucoup d'idées contradictoires qui influencent aussi la science citoyenne. Donc, pour conclure, on peut voir que les pratiques de résistance se croisent avec les tactiques gouvernementales. La science citoyenne à Fukushima et aussi au-delà du Japon peut parfois faire écho et promeut un changement néolibéral qui va conduire à une réduction des dépenses publiques, une intervention gouvernementale qui est minimale, une réduction des responsabilités des entreprises polluantes, une délégation du risque aux citoyens. Et bon, bien qu'utile, la science participative court aussi le risque de devenir une technique de gouvernementalité qui est conçue pour gouverner les populations dans des environnements contaminés. Et ça nous en dit long un peu sur comment la gouvernance de la contamination risque d'évoluer dans un monde où la pollution est devenue permanente. La science citoyenne démontre aussi qu'il y a eu un changement épistémologique très important dans la manière dont les connaissances sont produites et consommées à Fukushima. Mais outre ce changement épistémologique-là, on a aussi un changement ontologique. On a un changement plus profond dans l'ontologie de la vie qui est vécue aux côtés des polluants. Quand j'étais au Japon, j'ai souvent vu des enfants qui avaient des petits dosimètres pour mesurer la radiation. C'était tout petit et ça me fait penser un peu au Tamagotchi. Je ne sais pas si vous connaissez ça quand on était plus petit. Là, moi, j'avais ça, c'était une espèce de petite bébite, on devait s'en occuper, puis ça nous enseignait la vie. Et ça m'a fait un peu penser à ça, mais d'une manière qui était un peu plus insidieuse. Et c'est dans ce contexte-là que je me demande un peu, mais quel va être l'héritage de la science citoyenne à Fukushima ou dans des conditions de toxicité? Et bon, je reste très intéressé encore à théoriser, mais comment est-ce que la science citoyenne peut fournir des impacts sociétaux durables en allant au-delà des inégalités sociales ou en allant au-delà d'une délégation néolibérale. Mais bon, un peu pour finir, j'ai mis les gros points de la présentation, mais sinon, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation super riche et notamment, je pense que c'est important de le souligner du point de vue visuel aussi, qui nous donne vraiment l'impression justement de manipuler à la limite là, certaines choses. C'est rare qu'on a des trucs aussi concrets, j'ai bien compris. Ça aide à mieux comprendre. Oui, puis à mettre des visages aussi, même s'ils étaient floutés, là, mais
à mettre des visages sur les réalités. C'est souvent des choses qui manquent, mais à ce titre-là, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais ça, en fait, en plus de te remercier, déjà ouvrir la discussion. Ça peut être soit ici en salle, via la main levée, la prise de parole libre, ou peu importe qui, en ligne, désire lever la main. Moi, j'ai mon ordinateur devant moi et je peux voir les petites mains levées. Absolument. Ah! Désolé, on échange. Est-ce que tu as besoin de papier? Non, je vais utiliser ça. Je vois alors ici près de moi qui lève la main. J'ai une question en ligne. J'aimerais demander à Dominique Robert si vous voulez bien prendre la parole. Oui, bonjour. On s'entend très bien. Je juste confirmer que j'avais un doute, mais ça marche bien. Super. Je suis de l'Université d'Ottawa. Je m'intéresse à des questions environnementales et à la participation des citoyens dans les controverses de ce type-là. Alors, merci infiniment pour la présentation. C'était vachement intéressant, stimulant pour moi. J'ai une question concernant cette convergence des sciences, de la science citoyenne avec la science, appelons-la gouvernementale, là, ou la science officielle, disons. Vous disiez que certaines maires avaient choisi de mesurer la contamination dans autre chose que l'air, qui semble être la mesure que l'État privilégiait. Elles ont choisi de mesurer la contamination dans la terre. Et je me demande comment est-ce que ça a été perçu, reçu, accepté par les autorités, dans la mesure où il y a quand même là un changement important d'indicateurs de risque. Et je me dis, est-ce que ces indicateurs de risque ont été complètement marginalisés, exclus, abandonnés? Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est que moi, je m'intéresse notamment aux controverses autour des pesticides, l'usage des pesticides et plus spécifiquement du glyphosate. Et ce que je vois dans la science citoyenne que j'étudie, moi, c'est que les mesures objectives de contamination au glyphosate qui sont créées par les citoyens sont systématiquement refusées, écartées, critiquées, délégitimées par une toxicologie, une science de la toxicologie très mainstream là, sur des modèles linéaires là, qui semblent être un peu dépassés. Alors, comment s'étaient reçues ces mesures alternatives de la contamination? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je dirais qu'initialement, ça a été très, très mal reçu. Tout type de mesures, même au départ, c'était illégal. Donc, prendre de la terre dans une école et la mesurer, c'était illégal. C'était plus que mal reçu. On n'était même pas supposé faire ça du point de vue judiciaire. Et bon, au départ, plusieurs mères, plusieurs femmes ont souvent été très discréditées. On leur disait bon, mais vous ne savez pas comment bien mesurer, vous ne comprenez pas les différents termes, vous ne comprenez pas la littérature, ainsi de suite. On a une sociologue qui s'appelle Aya Kimura qui a écrit aussi là-dessus. Elle a écrit un livre qui s'appelle Radiation Brain Mom. Et elle disait que les femmes qui mesuraient se faisaient accuser d'avoir un cerveau irradié, qu'elle pensait qu'elle ne comprenait pas bien aux radiations. Ce qu'on a vu maintenant, c'est que, maintenant que 10 ans ont passé, l'État encourage différents types de sciences citoyennes. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais commencez pas nécessairement à crier haut et fort que ça peut être dangereux, ça ne fera pas nécessairement du bien à l'État. Donc, l'État va, par exemple, tolérer ou encourager les gens qui font de la science citoyenne dans une politique de revitalisation. Là, ils vont dire, OK, oui, ce que vous faites, c'est bien, vous comprenez les mesures, ainsi de suite. Et dès que c'est utilisé pour une politique qui est autre qu'une revitalisation, c'est là qu'on commence à voir des attaques sur « vous ne comprenez pas bien la science », sur en tout cas, ça peut vraiment diverger. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien très clair entre la production de données et puis la politique de l'État.
Je pense que ça rejoint aussi peut-être certains intérêts ou certaines expériences que vous voyez dans vos propres recherches, je ne sais pas. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Maxime, pour la réponse. J'avais Laure ici qui avait une question. Alors, Laure, vas-y. Et ensuite, il y a Christine en ligne qui pourra prendre la parole sur son portable. Ma question va rejoindre un peu la discussion qui vient d'avoir lieu. C'était, tu disais que l'État, au début, avait beaucoup discrédité les mesures qui étaient faites. Et est-ce qu'il y a eu aussi des critiques sur le type de capteur qui est utilisé, le fait qu'il y en a certains qui étaient faits maison, et comment, c'est un peu contradictoire avec la réappropriation des données par l'État, là, qui parfois intègre des documents officiels comme tu l'as montré. Comment l'État s'en est sorti là, avec cette contradiction apparente? Oui, il y a eu des grosses critiques. Alors, je aussi, si je ne me trompe pas, vous travaillez sur les sciences citoyennes. La semaine prochaine, vous donnez aussi une conférence. J'ai hâte de voir ça aussi. Donc, oui, on a eu des grosses critiques là, sur les capteurs en disant, par exemple, n'utilisez pas des capteurs à scintillation parce que ce n'est pas les bons capteurs, ainsi de suite. Puis, au niveau des controverses, je pense que l'État s'en est toujours tiré des controverses. Avant le désastre, on a dit sans arrêt, un désastre nucléaire ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver, c'est arrivé. Au bout du compte, je pense qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis, c'est ça aussi, pardon, une des difficultés un peu quand on parle de science citoyenne. Qu'est-ce qu'on veut dire par citoyen, mais qu'est-ce qu'on veut dire par science aussi? Et très souvent, c'est l'État qui a le gros bout du bâton pour définir ce qu'on veut dire par la science. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a des anciens premiers ministres japonais qui ont dit, bon, il faut que le Japon ne devienne plus nucléaire. Nous, on est anti-nucléaire. On avait des gens comme l'ancien président Koizumi qui, lui, était un fervent pro-nucléaire dans le temps. Et maintenant, aujourd'hui, ils disent, bon, il faut être anti-nucléaire, ça ne fait pas de sens pour le Japon. Mais les dirigeants qui sont présentement au pouvoir, on dit, bon, mais ces anciens présidents-là, ils ne comprennent rien à la science. C'est toujours une mobilisation un peu de qu'est-ce que la science par les autorités en question, malheureusement. Et donc, la réutilisation des données qui étaient étiquetées de mauvaise qualité, mais les réintégrer dans un rapport officiel, ça passe tout seul. Apparemment. Il y avait une question maintenant en ligne de Christine Fasser. Oui, bonsoir. Bonsoir et un grand merci à Maxime pour sa présentation. Moi, j'aurais une question sur ce que vous avez expliqué sur cette science citoyenne qui est d'un côté qui devient en ligne avec donc les discours gouvernementaux, et puis une autre science citoyenne qui est plus méfiante et qui est plus adossée bien sûr à des discours antinucléaires. Et en fait, je pense que le mécanisme principal qui fait que la science citoyenne, à un moment donné, épouse complètement aussi les discours gouvernementaux. À plusieurs reprises, tu as parlé de lobby nucléaire, mais en fait, bien sûr, ces instances internationales se targuent de leur légitimité d'instance internationale et ne se présentent évidemment pas comme le lobby pro-nucléaire, façon évidemment que tu as de présenter, avec laquelle ils ne seraient pas d'accord, parce qu'ils considèrent qu'ils représentent la neutralité. Et moi, ce que je trouve intéressant comme question, c'est comment ces instances internationales arrivent à vendre ce discours de neutralité à la plupart des citoyens, et du coup à délégitimer comme systématiquement non scientifique parce que antinucléaire l'autre interprétation des choses. Mais je pense que voilà, cette construction d'une légitimité par la neutralité scientifique, c'est toute une construction, et c'est toute une construction historique qui s'instancie à un moment donné au Japon, magnifiquement, après l'accident de Fukushima. Donc voilà, je pense que sur cette neutralité, tu peux nous en dire un peu plus peut-être, enfin, en tout cas cette prétention à la neutralité. Oui, je peux essayer. Bon, merci beaucoup, Christine. Puis pour ceux qui sont là et que je vous écoute,
Je vous encourage fortement à lire le rapport Shinrai, qui a été un rapport qui a été créé par Christine, qui est un des meilleurs rapports sur Fukushima que j'ai lu. C'est extrêmement complet. Si vous voulez là, une espèce de super bon résumé, là, lisez ce projet-là. Le projet Shinrai qui est en ligne, on n'a pas besoin de... Oui, si on me Google, on me trouve en ligne. Oui, il est en ligne, oui, tout à fait. Alors, je dirais un peu aussi, comme ce que je viens de parler, c'est seulement une des facettes de la science citoyenne. J'ai un autre chapitre aussi dans un livre que j'essaie de finir où, justement, ben là, j'essaie un peu de théoriser. Je me concentre plus sur les gens qui utilisent la science citoyenne pour dire que c'est dangereux, pour justement créer des litiges, pour justement essayer de réussir à évacuer. Bon, malheureusement, ces gens-là ne semblent pas réussir au niveau légal, mais je pense que ça reste quand même important de pouvoir théoriser leurs travaux comme quelque chose qui potentiellement peut faire une espèce de résistance à long terme ou peut changer un peu les mentalités. Donc, de voir ça un peu comme un projet aussi d'éducation. Au niveau de la neutralité, ben, c'est sûr que bon, j'ai été prudent de ne pas nommer d'organisation en question. Je pense que Oui, on les a vous connaissez aussi très bien les risques qui sont liés à ça, malheureusement. Et oui, c'est cette prétention de la neutralité qui, bon, comme je pense que vous l'avez souligné, c'est avant tout un travail historique qu'il faut démanteler aussi. On pense souvent, par exemple, à l'International Agency, le IAEA, comme étant un nuclear watchdog, comme étant un nuclear watchdog, comme étant des gens qui s'occupent de la sûreté nucléaire. Mais historiquement, comme vous le savez, ça a été créé par les États-Unis pour des géopolitiques très précises, pour aider justement les États-Unis à instaurer leur dominance du nucléaire dans le monde. Donc, je pense que de ce côté-là, pour essayer de briser un peu cette neutralité-là, peut-être que les historiens sont mieux placés qu'un anthropologue pour briser ce genre de controverse. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres points là-dessus, ou si vous voyez comment est-ce qu'on pourrait... Parce qu'on voit vraiment un double discours, là. D'un côté, ceux qui font partie un peu du lobby nucléaire, qui ne se perçoivent pas comme ça, qui se perçoivent comme étant la science neutre. Et bon, je pense que tout le monde ici, là, justement, dans un centre de recherche sur la science et la technologie, sait que la technique, sait que la science est toujours politique d'une certaine façon. Et puis, bon, de l'autre côté, on a ceux qui amènent d'autres alternatives qui se font accuser d'avoir une science qui est ironique. Fait que ce double standard-là reste très fort, reste très problématique. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit essayer de combattre en créant nos propres réseaux académiques, en créant nos propres collaborations, comme avec le travail de Benoît Pélopidas, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un scientifique politique qui a écrit beaucoup un peu sur les problèmes nucléaires, qui a fait un livre qui s'appelle « Repenser les choix du nucléaire ». Je considère fortement à lire. Je ne sais pas si ça va un peu dans plein de directions, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question-là qui nous intéresse tous, je crois. Je voudrais juste rebondir, si je peux, sur ce que vous venez de dire. Je me demandais si, du point de vue des académiques, du point de vue des sociologues, il n'y avait pas quelque chose à faire du côté de... Vous avez beaucoup parlé de controverse, et moi-même, c'est un terme que j'ai utilisé tout le temps dans le rapport que vous avez gentiment cité. Et dernièrement, j'ai écrit un papier où j'ai parlé de production d'ignorance. Et je pense qu'on change un peu de paradigme. Dans la lignée, bien sûr, de gens que vous connaissez sûrement très bien, comme Kate Brown, voilà. Parce que je pense que c'est plus la même façon de voir les choses. Controverse, production d'ignorance, on parle bien de quelque chose d'intentionnel qui s'inscrit quand même dans une volonté, et on n'est plus simplement dans la controverse scientifique qui est en quelque sorte constitutive, bien sûr, de la production des savoirs. Je pense que de ce côté-là, tous les travaux qui sont, par exemple, sur l'industrie du tabac peuvent être très intéressants pour créer des parallèles face à quels sont
les facteurs clés de cette production de l'ignorance, tant dans le domaine de la radioactivité que dans d'autres domaines. Peut-être justement un projet plus large qui ne se concentrerait pas uniquement sur la radioactivité, mais qui se concentrerait, comme vous l'avez dit, sur la production d'ignorance dans les autorités d'expertise. Ça pourrait être un projet très intéressant. Effectivement. Et je citerai la thèse de Valérie Arnold, qui n'est pas sur la radioprotection, mais sur la sûreté nucléaire, qui montre finalement certains de ces mécanismes de confiscation, d'interprétation de certaines choses par la sphère nucléaire. Donc, je pense que ça montre des mécanismes très fins et très précis générés par ce type d'institution. Voilà, je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé. Merci infiniment. Très bien. Merci beaucoup pour la question. J'avais une autre, pendant que ma collègue Hélène et moi fignolions pour essayer de trouver le lien du rapport en question qui devrait être apparu dans le chat. On me dirait si c'est la bonne chose là, dans le module de clavardage. J'ai une question ici en salle de monsieur. Jean-Franco Vallant, je fais partie de l'association Sciences citoyennes en France. Ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ça. Alors, une vingtaine d'années, puis en plus, ça correspond aussi. J'ai connu Tchernobyl aussi. Les jardins que j'ai fait, potager, c'était en avril 86. Donc, voilà. Ce qui est bizarre, c'est que, bizarre, non, prévisible. L'histoire se répète parce qu'en fait, le scénario que vous avez décrit, ce n'est pas exactement le même parce que c'est dans un autre pays, mais c'est exactement la même chose qui s'est passée à Tchernobyl. C'est une zone agricole, etc. Alors après, avec un pouvoir central différent, une idéologie différente. Mais le mécanisme a eu, comment dire, on l'a constaté aussi en France, avec un discours officiel qui était « il n'y a rien », et puis avec un regroupement de personnes qui ont produit des données, comme vous avez dit, effectivement, et qui après ont été reprises, parce que les données officielles, c'était « il n'y avait rien ». Alors, ça a permis quand même de savoir que cette contamination, c'était un patchwork, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des zones à 100 mètres de différence où, dans un parc naturel dans les Alpes, si vous mettez votre tente là pour la nuit ou là, c'est complètement différent. D'accord, oui, c'est le jour et la nuit. Le matin, ce n'est pas la même radiation que vous avez reçue. Voilà. Alors ça, c'est le côté immédiat. Après, c'est, comment dire, qu'est-ce qu'on laisse faire aux citoyens? Est-ce que les citoyens, d'une façon générale, on leur laisse collecter des données? C'est ce qu'on appelle science participative. Pour moi, ce n'est pas de la science participative, c'est de la technologie ou de la technique, etc. C'est un embryon de science participative. C'est après qu'on monte dans les échelles de la réflexion, ça ce que vous avez remarqué aussi, c'est qu'on commence à avoir de la résistance. C'est-à-dire que quand les citoyens commencent à dire « mais attendez, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Est-ce que c'est dangereux ?» Et donc ça, il y a une espèce de plafond de verre à un moment donné qui est constitué d'abord par un certain nombre de scientifiques qui ne veulent pas coopérer avec des gens qui ne sont pas scientifiques, mais dans ces mouvements-là de collecte de données et de citoyens, vous avez aussi des gens qui ont la même capacité intellectuelle que leurs interlocuteurs, sauf qu'ils n'ont pas l'étiquette. Quand vous sortez d'ici, vos neurones ils ne sont pas tombés, donc vous avez exactement la même capacité de réflexion, mais si vous sortez de votre champ, vous n'êtes plus crédible. Alors, l'autre remarque aussi, c'est qu'on dit la production d'ignorance, c'est que mesurer dans l'air la radioactivité, alors qu'elle est retombée au sol, je pense que c'est justement les maires qui ont très logiquement fait ça. Alors ça, c'est de la production d'ignorance. Mais je veux dire, c'est même, on peut interpréter ce caractère, cette réaction agressive vis-à-vis de la personne qui a découvert le poteau rose, c'est-à-dire, attendez, on ne voulait pas le voir, sinon on veut mesurer là parce qu'on sait qu'il n'y a rien là. D'accord ? Là, vous allez mesurer à l'endroit qui est important et on ne veut pas que les gens mesurent à l'endroit qui est important. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et que vous voyez aussi dans d'autres secteurs. Mesure du glyphosate, vous avez l'étude française qui montre que 99% des Français qui ont participé à cette étude-là, il y a 6000 personnes qui sont comment dire, chargées plus ou moins en glyphosate. Même si ce n'est pas reconnu comme une molécule qui est dangereuse, je veux dire, ce n'est pas prudent quand même de laisser ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Alors, la radioactivité, c'est la même chose. C'est qu'il y a celle qui est ingérée, il y a celle qui est respirée, il y a le sol sur lequel vous cultivez. Si c'est celui-là, ce n'est pas celui-là. Et déjà, dans le processus de Tchernobyl, il y avait eu cette volonté de banaliser. C'est-à-dire que des associations françaises étaient allées à aider les gens sur place à dire « mais attendez, c'est beau, il fait beau, il y a des oiseaux, tout ça, il y a des fleurs, comment ça se fait que c'est dangereux ?» Ben oui, après, c'était qu'il faut un appareil pour le mesurer. Donc, du coup, on a quelque chose qui permet de savoir si ça, c'est dangereux ou pas.
Et je me souviens d'un sociologue que j'avais rencontré lors d'un congrès de médecine environnementale en 2005, donc ça fait déjà presque 20 ans, qui m'avait effectivement soulevé ce problème-là. Il me dit oui, c'est bien, mais d'un autre côté, il y a une récupération et il y a une tendance, ça va servir à la banalisation de l'accident. Et du coup, ça va canaliser l'activité des gens et dans un contexte peut-être de population japonaise qui a peut-être plus tendance à coopérer que des Français qui vont descendre dans la rue, ça va, disons, étouffer cette énergie de départ, cette contestation de départ. Et puis, cette coopération aussi dans les associations. Vous avez des gens qui sont en recherche de crédibilité ou de respectabilité. Et un mouvement associatif ou un mouvement de la base qui, au départ, peut être très contestataire, peut assez rapidement se retrouver chapeauté par des personnes qui, finalement, vont coopérer. Puis, on peut avoir effectivement ce phénomène paradoxal de coopération avec les convergences avec les structures ou les organismes qui sont à l'origine de la catastrophe. Faut oublier. Voilà. Donc là, alors après, c'est la question effectivement de la place, qu'est-ce qu'on entend par science? Parce que science citoyenne, c'est deux façons, il y a plusieurs façons de les voir. La science, elle doit normalement, citoyenne, arriver jusqu'à l'expertise. On ne peut pas se contenter de connecter les données, de discuter le pouvoir avec le scientifique, c'est non. Il y a vraiment, une volonté dans la science de la société civile de contester l'expertise officielle. On voit que ce n'est pas difficile à faire. Donc après, c'est l'étape d'après, c'est comment constituer une expertise crédible et qui ne soit pas balayée simplement sur des arguments politiques. Parce qu'au bout du bout, c'est ça. Alors, quand vous voyez la suite de ça, donc, qu'est-ce qui a manqué là-dedans, par exemple? Qu'est-ce qui a manqué là-dedans? Non, le scénario répété, oui, je connais bien les associations françaises que vous parlez. C'est grave, c'est ça. Je ne sais pas nécessairement. Puis, en tant qu'anthropologue, je suis intéressé, je vois les petites différences culturelles, mais la grosse, the big picture, comme vous l'avez dit, là, on n'apprend pas, on semble ne pas apprendre de nos erreurs, on semble vraiment un peu répéter ce qui est arrivé après Tchernobyl, tout ça. Au niveau de la science citoyenne, ça peut être tellement différent, une grosse littérature, parce qu'il y a tout ça, tout ce qui est observation des oiseaux. On n'est pas dans les mêmes enjeux éthiques, on n'est pas dans les mêmes nécessairement enjeux d'autorité ou de crédibilité quand on regarde les oiseaux et quand on mesure la contamination. Je n'ai pas de réponse sincèrement à comment on pourrait aider cette question de la crédibilité qui me paraît vraiment cruciale pour ça. On a l'impression qu'on la marginalise dans des secteurs. C'est les oiseaux, c'est important, je veux dire, parce que de toute façon, si on étudie ça, on va étudier le reste, mais c'est vu comme pas important. C'est-à-dire, oui, vous avez le droit de vous occuper des oiseaux, mais laissez-nous faire avec le nucléaire, laissez-nous faire avec la chimie. C'est complètement différent. Alors que, je veux dire, c'est exactement les mêmes ressorts. Là, pour l'histoire des polluants, c'est exactement la même chose. Donc, c'est dans quelle mesure la société civile va arriver à se faire entendre à un moment donné. Parce que vous avez vu que quand vous montez d'un certain grade, vous êtes balayé, vous devenez plus crédible. L'expert lui-même, l'expert peut être intelligent là, parce qu'il est dans le courant. S'il sort du courant, c'est un idiot. Donc, il perd ses neurones, c'est plus le même, on va lui enlever ses budgets de recherche, c'est une catastrophe. Donc, c'est, plus on monte en grade, il y a un moment donné, il y a une espèce de plafond de verre. Ce plafond de verre-là, est-ce que vous l'avez bien étudié? Ce plafond de verre-là, j'ai l'impression qu'il va être impossible à franchir. Je ne vois pas comment il pourrait être. D'après ce que j'ai vu sur le terrain, je ne vois pas comment il pourrait être franchi. Je suis pas très, très optimistique. Est-ce que c'est lié au caractère japonais aussi d'être comme ça? Parce que c'est vu de loin, de ce que je sais du Japon, je ne suis pas allé là-bas. Mais c'est de voir qu'il y a des peuples qui sont plus ou moins contestataires. Et donc, il y a des choses qui vont être faites différemment, qui peuvent servir de passerelle de l'un à l'autre. Et puis, cette contestation de l'autorité, elle n'est pas la même, vécue de la même façon. On l'a vu même pour le Covid. Les mesures sanitaires n'ont pas du tout été vues de la même façon dans tous les pays. Je dirais que même à ça, je pense qu'on revient encore à ce que vous disiez de question de la crédibilité, cette différence de hiérarchie de la science, des oiseaux, des sciences nucléaires, laissez-nous faire ça.
j'ai vu plus l'influence extérieure des lobbies internationales comme étant peut-être plus forte que ce qui pourrait arriver dans la culture interne du Japon. Mais quel niveau un et l'autre, je pense que je ne peux pas encore dire clairement par rapport à ça. Mais le point est noté. J'ai quelqu'un qui avait demandé la parole en ligne. On a peut-être le temps pour deux dernières questions. Donc, j'ai Duncan ici qui avait demandé la parole. Alors, à vous. Bonjour, merci pour la présentation. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur. Peut-être juste parler un tout petit peu plus fort. On a un peu de mal à vous entendre ici. D'accord. Donc, merci bien pour la présentation. Je voulais juste mentionner un autre cas que vous connaissez peut-être, qui est la pollution de l'air par le port de Québec. Et Pardon, par laquelle? la pollution de l'air à Québec, le port de Québec. Donc, au début, je crois que les citoyens ont contesté l'interprétation des experts de la compagnie et de la ville par rapport à ce phénomène. Mais assez rapidement, ça est devenu une cause, donc ils sont allés vers la cour. C'est devenu une question judiciaire. Donc mon point est que oui, il y a des phénomènes où on voit la science citoyenne avec la recherche d'autres données, d'autres interprétations. Parfois, ça peut prendre la voie des questions juridiques, des voies juridiques. Et parfois, les deux deviennent mêlés aussi. Les deux institutions s'entrecroisent. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires, et en particulier ici au Japon, les groupes de citoyens ont pris la route judiciaire ou pas. Oui, il y a plusieurs groupes de citoyens qui, au Japon, ont justement un peu pris cette tangente judiciaire. Malheureusement, ça s'est souvent soldé par des échecs. C'est-à-dire que les juges, par exemple, ont reconnu, oui, il y a un certain niveau de danger qui peut être potentiel, qui peut être non négligeable, mais c'est tombé dans une délégation néolibérale en disant, mais là, c'est à vous de prendre vos responsabilités puis de déménager si vous pensez que c'est trop dangereux pour vous. Donc, l'utilisation des données à des fins judiciaires s'est soldée par des échecs quand moi, j'étais là sur le terrain. Est-ce que ça va rester comme ça? Moi, je ne fais pas de prédiction en tant que scientifique social. Ça se peut très bien que ça change. On voit souvent des discours qui évoluent par rapport à la contamination. Bon, à Tchernobyl, on a vu, par exemple, au départ, un discours qui était lié au secret. Quand le rideau de fer est tombé, mais là, on a vu un discours qui était beaucoup plus lié à la victimisation, qui était aussi très politique, en disant, bon, regardez, on est l'Ukraine, on est indépendant, regardez ce que les mauvais soviets nous ont fait. Après, on a eu un petit retour à un discours qui n'était pas nécessairement qui n'était pas nécessairement lié aux victimes. Donc, c'est des discours qui évoluent avec le temps. Ça se peut très bien que, je ne sais pas, dans quelques années, on réutilise ces données-là pour refaire des poursuites judiciaires et que ça marche ou non. Je ne pourrais pas vous dire ce que ça va devenir. Ce que j'ai vu quand j'étais là, vraiment en 2015-2017, c'était des échecs répétés et constants de ceux qui, malheureusement, voulaient utiliser ça pour une évacuation. Et puis, oui, au Québec aussi, on a des problèmes. Moi, je vis dans la ville de Québec. On parle souvent des taux de nickel qui sont trop hauts dans l'air. C'est ça dont je parle, oui. OK. Puis, il y a des mouvements citoyens qui sont intéressés à ça? Mais la pollution venant du port de Québec, ouais. Il y a quelques années, il y a eu un événement particulier. C'est lié au transbordement des matières dans la ville de Québec. D'ailleurs, il y a un petit livre qui a été écrit là-dessus. Vous pourriez y trouver. Il y a Christine qui, à travers le module clavardage, nous propose des travaux de Paul Jobin sur le sujet. Oui, Paul Jobin qui a justement s'est intéressé, il a écrit sur ces mouvements judiciaires. C'est l'expert en la matière beaucoup plus que moi.
Donc, je vois que le temps file, puis je pense que la discussion pourrait se continuer assez longuement. J'avais Laure ici qui avait une certaine question. Je te cède la parole peut-être pour une dernière intervention. Merci. Moi, c'est plus un petit apport par rapport aux sciences de seconde zone, là, comme l'écologie, sur lesquelles on laisserait les citoyens prendre des données. Pour avoir commencé ma carrière sur ces thématiques, je vous rassure, au début, on ne laissait pas les citoyens non plus prendre des données et on ne leur faisait pas confiance non plus pour le faire de manière correcte. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un certain nombre de... Une des sources de motivation à s'impliquer dans de la collecte de données sur la biodiversité, c'est pour la préserver. Et il y a des formes de récupération qui ont été documentées, notamment un qui avait fait un peu de bruit peut-être 2 ans en France, où des associations de chasseurs s'appuyaient sur des données collectées de manière participative pour solliciter une réouverture, une réextension de chasse pour les oies. Et en fait, les données étaient interprétées de manière erronée. Voilà. C'était juste pour amener ma petite pierre d'écologue à la discussion. Merci. Je pense que ça va être utile pour mes propres recherches aussi. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, en fait, moi, j'aurais eu des questions, mais je pense que le temps file, puis il vaut mieux s'arrêter pour laisser tout le monde finir sa journée. Alors, moi, j'en profiterai en fait pour vous remercier grandement, Maxime, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à tout le monde qui s'est joint à nous en présence. Ça recommence tranquillement les événements en présentiel. Vous dire le bien que ça fait de voir des gens dans une salle et pas qu'on ne vous aime pas en ligne. Au contraire, bien sûr, c'est tout aussi essentiel que vous soyez là. Mais c'est très bien d'avoir de plus en plus des événements comme ça qui fonctionnent. Donc, merci encore d'avoir été avec nous. J'ai oublié aussi, cette conférence-là est basée sur un article qui est déjà publié en 2019. Faites juste marquer mon nom, puis il y a un lien qui va vous permettre de l'accéder. Vous n'avez pas besoin de payer pour accéder à l'article. Super, dans l'esprit de la science citoyenne. Donc, la science ouverte, on est tous sur ça. On essaiera de trouver le lien, puis on mettra d'ailleurs le lien vers cet article au moment de mettre en ligne la diffusion de la conférence d'aujourd'hui sur notre médiathèque du CIRSALOP à nouveau. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne fin de journée.